Arrête-toi et écoute, car ceci n'est pas une opinion, mais un verdict. Seuls les autodidactes deviennent une élite parce qu'ils ne demandent la permission à personne pour se construire. Ils avancent quand les autres hésitent, ils décident quand les autres doutent, ils s'endurcissent quand les autres cherchent encore un guide. Si tu veux comprendre la puissance réelle, commence par accepter cette loi simple. Personne ne viendra te sauver. Tu te formes seul ou tu restes dépendant. Écris en commentaire, je deviens indestructible. Car ce choix t'appartient. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Celui qui joue le long terme finit toujours par dominer ceux qui vivent dans l'urgence. Et si tu es ici, c'est que tu sens cette vérité te poursuivre depuis longtemps. Alors, abonne-toi, aime cette vidéo et écoute jusqu'au bout. Une révélation t'attend, une vérité que la plupart refusent d'affronter, mais que toi, tu ne peux plus fuir. Depuis les premiers penseurs de la Renaissance, une idée revient comme une lame silencieuse. L'homme qui se forme seul devient imprévisible, donc dangereux, donc puissant. Machiavel l'avait observé chez les princes comme chez les hommes ordinaires. Ceux qui apprennent par eux-mêmes développent une vision que les écoles ne peuvent pas transmettre. Ils ne mémorisent pas des doctrines, ils forgent leur propre méthode. Dans l'Antiquité déjà, les stoïciens savaient que la connaissance réellement transformante vient de l'effort personnel et non de l'instruction imposée. Mais cette vérité a été enterrée, étouffée par des systèmes qui préfèrent des esprits dociles à des individus souverains. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque blessée où l'on confond vitesse et intelligence, où l'on valorise le court terme et l'illusion de l'efficacité immédiate. Pourtant, ce savoir oublié révèle une fracture essentielle. La maîtrise intérieure appartient toujours à celui qui ose s'éduquer sans maître. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut comprendre que l'héritage des savoirs indisciplinés n'est pas une théorie abstraite, mais une lignée d'esprits qui ont refusé l'obéissance intellectuelle. Ils ont bâti leur puissance loin des modèles imposés. À présent, il est temps de dévoiler ce que leur trajectoire révèle pour toi. Le premier héritage des savoirs indisciplinés que tu dois intégrer est cette vérité que presque personne n'a le courage de regarder en face. Tu ne deviens libre que le jour où tu apprends à désobéir intérieurement. Pas une désobéissance bruyante, orgueilleuse ou rebelle, non. Une désobéissance froide, méthodique, presque chirurgicale, celle qui consiste à examiner chaque idée qu'on t'a donnée comme un objet suspect, à l'ouvrir, à gratter ses surfaces, à questionner son origine, à comprendre qui elle sert réellement. La plupart des gens se contentent d'absorber ce qu'on leur transmet. Ils répètent, ils imitent, ils suivent des traces déjà imprimées par d'autres. L'autodidacte, lui, refuse cette servitude invisible. Il veut voir par lui-même. Il veut comprendre ce qui se cache derrière les règles, les normes, les traditions et les discours. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Penser sans permission est le premier acte de puissance. Mais cette liberté intérieure se paie. Elle te force à affronter la possibilité d'avoir tort, à porter seul le poids de tes décisions, à reconnaître que personne ne viendra réparer tes erreurs à ta place. Beaucoup reculent, car ce poids est trop lourd pour eux. Mais ceux qui persistent développent une ossature mentale que rien ne peut briser. Peu à peu, une transformation silencieuse s'installe. Tu ne penses plus comme un exécutant, tu penses comme un stratège. Tu ne cherches plus à être guidé, tu cherches à voir clair. Chaque principe que tu déconstruis t'élargit. Chaque certitude que tu interroges t'affranchit. Et c'est dans cette solitude intellectuelle que naît l'élite authentique, celle qui ne doit rien à l'approbation des autres. Car comprendre par toi-même te donne un pouvoir que personne ne peut te retirer. La souveraineté intérieure. Le deuxième héritage des savoirs indisciplinés que tu dois comprendre est que l'autodidacte apprend davantage en observant les failles humaines qu'en étudiant les théories que l'on lui propose. Il sait que les discours officiels sont souvent construits pour rassurer, pour structurer ou pour masquer les vérités dérangeantes, mais rarement pour décrire la nature réelle des comportements. Alors il observe. Il analyse les gestes infimes, les réactions involontaires, les contradictions soudaines, les sourires qui sonnent faux, les silences qui en disent long. Il lit
l'être humain dans son authenticité, là où aucun manuel ne peut te guider. Machiavel l'avait compris, comprendre les hommes vaut plus que comprendre les systèmes. L'autodidacte perçoit rapidement que derrière chaque façade se cachent des motivations que les gens n'assument pas. La peur se travestit en prudence, l'orgueil se déguise en conviction, la jalousie se maquille en morale, la faiblesse se couvre de certitude. En voyant ces mécanismes, il apprend à naviguer dans le monde sans être aveuglé par les apparences. Mais ce savoir n'est pas confortable. Il exige de supporter ce que l'on découvre, d'accepter que l'être humain est souvent gouverné par ses blessures plus que par sa raison. Pourtant, cette lucidité donne une avance incomparable. Car en comprenant les autres, l'autodidacte apprend aussi à se comprendre lui-même. Il détecte ses propres réactions impulsives, ses propres angles morts, ses propres illusions. Étudier les autres devient une manière de repérer ses vulnérabilités. Cette connaissance intime crée une force silencieuse, une présence intérieure que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. C'est cette maîtrise progressive, née de l'observation et non de l'enseignement, qui transforme l'autodidacte en stratège. Celui qui voit clair dans les motivations humaines avance toujours avec une longueur d'avance, car il ne confond jamais ce que les gens disent avec ce qu'ils sont réellement. Le troisième héritage des savoirs indisciplinés que tu dois accueillir est cette capacité rare de transformer chaque frustration en apprentissage. L'autodidacte ne considère jamais un obstacle comme une fin, mais comme un message déguisé. Là où la majorité voit un échec, lui voit une information précieuse. Il veut comprendre ce qui a réellement échoué, quelle illusion a été brisée, quelle faiblesse inattendue a été révélée. Il ne cherche pas à se consoler, mais à se dévoiler. Cette attitude demande une honnêteté brutale envers soi-même, un courage intérieur que peu osent entretenir. Machiavel savait que la chute révèle ce que la réussite dissimule, car lorsque tout s'effondre, les masques tombent aussi. L'autodidacte utilise alors ces moments pour sonder son caractère, sonder sa détermination, sonder ses ombres. Chaque frustration devient une alerte, un miroir, un levier. Avec le temps, cette manière de penser façonne une résilience incomparable. Il ne s'agit plus seulement de survivre aux difficultés, mais de croître grâce à elles. Il ne s'agit plus de fuir la douleur, mais de la convertir en stratégie. Les autres s'étonnent de sa force, sans comprendre qu'elle n'est que l'accumulation silencieuse de transformations intérieures. À force de se reconstruire, il finit par développer une structure psychologique que rien ne peut casser. Cette métamorphose forge un être humain plus stable, plus clairvoyant, plus lent à s'effondrer. L'autodidacte devient celui qui reste debout quand les autres vacillent, non pas par arrogance, mais parce qu'il a appris à utiliser ses blessures comme des guides. Voilà pourquoi ce troisième héritage sépare les esprits fragiles de ceux qui deviennent une élite invisible. C'est l'art de tirer de la défaite une forme de puissance. Le quatrième héritage des savoirs indisciplinés que tu dois intégrer est cette aptitude à apprendre sans attendre que les conditions soient idéales. L'autodidacte ne demande pas la permission au monde pour évoluer. Il commence là où il est avec ce qu'il a, même si ce qu'il a semble insuffisant. Cette capacité à se mobiliser immédiatement crée une avance phénoménale dans un monde paralysé par l'attente. Beaucoup refusent d'agir tant que le contexte n'est pas parfait, tant qu'ils ne possèdent pas toutes les compétences, tant qu'ils n'ont pas reçu une validation. L'autodidacte n'a pas ce luxe, ou plutôt il n'en veut pas. Il sait que la perfection n'est qu'un refuge pour ceux qui ont peur d'être jugés. Machiavel observait que les hommes puissants sont ceux qui créent leurs propres opportunités. L'autodidacte vit selon ce principe. Il s'adapte aux circonstances au lieu d'exiger des circonstances adaptées à lui. Cette flexibilité mentale devient une arme décisive. Elle lui permet d'apprendre dans le chaos, dans l'incertitude, dans l'imperfection. Mais cette liberté demande une discipline rigoureuse. Tenir sans encouragement, avancer sans garantie, persévérer sans témoin. Beaucoup s'effondrent sous ce poids, mais ceux qui tiennent deviennent des forces autonomes. Ils ne dépendent plus de la reconnaissance extérieure. Ils construisent leur propre chemin, pierre après pierre,
jusqu'à ce que leur constance devienne leur pouvoir. Le 5e héritage des savoirs indisciplinés que tu dois reconnaître est cette capacité à penser en long terme dans un monde obsédé par l'immédiat. L'autodidacte comprend que les réussites précipitées ne durent pas et que les trajectoires solides naissent d'une vision patiente. Il accepte que rien ne se construit sans traverser des périodes de lenteur, de doute ou d'invisibilité. Cette patience n'est pas passive, elle est stratégique. Elle lui permet de distinguer les efforts inutiles des investissements essentiels. Machiavel insistait sur cette vérité. Celui qui maîtrise le temps maîtrise la puissance. Penser en long terme demande de sacrifier certaines envies, de résister aux tentations faciles, de dompter l'agitation intérieure. C'est un exercice de maturité que la plupart refusent, car il demande de renoncer à la gratification immédiate. L'autodidacte, lui, comprend que chaque journée silencieuse, où rien ne semble bouger, participe à une construction plus vaste. Il pose des fondations invisibles, qui au fil du temps deviennent indestructibles. Cette manière de vivre crée une différence énorme entre ceux qui réagissent au monde et ceux qui le sculptent. Le long terme rend l'autodidacte imprévisible, car il n'est plus gouverné par les urgences ou les humeurs, mais par une direction intérieure ferme. Et cette direction finit toujours par l'élever au-dessus de ceux qui se dispersent. Le 6e héritage des savoirs indisciplinés que tu dois accepter est la capacité de te détacher émotionnellement du regard des autres pour préserver la clarté de ton propre jugement. L'autodidacte comprend très tôt que la majorité n'applaudit pas la singularité, elle la condamne. Il réalise que chaque avancée personnelle, chaque prise de position, chaque décision indépendante attire des critiques déguisées en conseils et des avertissements teintés de jalousie. Alors, il apprend à ne plus attendre de reconnaissance pour exister. Il ne fuit pas les autres, mais il cesse de dépendre de leur validation. Cette coupure intérieure est l'une des plus difficiles à accomplir, parce qu'elle oblige à supporter le vide affectif que laisse l'opinion des autres lorsqu'on n'y est plus accroché. Machiavel savait que celui qui veut gouverner sa vie doit d'abord se libérer de la peur d'être mal perçu. L'autodidacte transforme cette libération en un véritable système de survie mentale. En se détachant du regard extérieur, il retrouve une vision plus lucide de ce qu'il doit devenir. Il choisit ses actions non pour plaire, mais pour progresser. Ce détachement lui permet d'ignorer les moqueries, les doutes, les jugements rapides, car il sait que la majorité parle sans comprendre. Cette indépendance ne le rend pas arrogant, elle le rend centré. Il devient un être qui agit selon une boussole intérieure que personne ne peut manipuler. Et cette force, rare et silencieuse, attire un respect inattendu, car ceux qui ne dépendent plus de l'approbation deviennent difficilement contrôlables. Voilà pourquoi ce 6e héritage forge un esprit souverain, stable, insoumis aux fluctuations émotionnelles du monde. Le 7e héritage des savoirs indisciplinés que tu dois incarner est la capacité de créer ta propre doctrine quand aucune ne correspond à ton chemin. L'autodidacte commence par apprendre des autres, mais il ne finit jamais là. Il assemble, il déconstruit, il teste, il affine. Peu à peu, il construit une vision qui n'appartient qu'à lui. Cette doctrine intérieure n'a rien d'un ensemble de règles figées, c'est un système vivant, évolutif, façonné par l'expérience, la lucidité et la nécessité. Là où la majorité adopte des philosophies toutes faites, l'autodidacte conçoit la sienne comme un artisan conçoit une arme. Machiavel écrivait que les esprits souverains ne suivent pas les traces laissées par les autres. Ils les utilisent pour tracer leur propre ligne. C'est exactement ce que fait l'autodidacte. Il prend ce qui fonctionne, rejette ce qui l'affaiblit, transforme ce qui l'élève. Cette construction intérieure lui permet d'affronter le chaos sans se dissoudre, car il ne cherche pas dans le monde des repères qui se trouvent déjà en lui. Ceux qui n'ont pas cette doctrine oscillent au gré des modes intellectuels, changent d'avis selon les tendances, se perdent dans des idéologies qu'ils ne comprennent pas. L'autodidacte, lui, avance avec une cohérence presque inquiétante, une direction que rien n'ébranle. Ce 7e héritage lui donne cette aura étrange que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer, celle de quelqu'un qui ne copie personne, qui ne suit personne,
qui ne dépend de personne. Il devient une force autonome dans un monde qui cherche désespérément des modèles. Et c'est ainsi qu'il finit par devenir l'un des rares esprits capables de guider sans jamais s'être incliné. L'architecture mentale des esprits dominants ne naît jamais d'un enseignement classique, mais d'un long façonnement intérieur où chaque doute, chaque chute et chaque silence devient un matériau stratégique. À présent, il est temps d'explorer ce que voient ceux qui pensent au-delà des limites ordinaires, là où naissent les forces que rien ne peut détourner. La première architecture mentale des esprits dominants que tu dois comprendre est leur capacité à penser en dehors du cadre émotionnel dans lequel la majorité se laisse enfermer. Ils ne réagissent pas, ils évaluent, ils ne s'effondrent pas sous la pression, ils observent ce que cette pression révèle. Ils considèrent chaque situation comme une carte stratégique où les émotions ne sont pas des guides mais des indices. Ils savent que la peur montre les zones fragiles, que la colère révèle les besoins cachés et que l'impatience expose les limites mentales. Ils utilisent ces signaux non pour se justifier, mais pour se renforcer. Cette distance émotionnelle ne les rend pas froids, elle les rend lucides. Ils refusent de permettre au chaos intérieur de gouverner leurs décisions. Là où les autres sont tirés par leurs impulsions, eux choisissent leur direction. Ils savent que celui qui maîtrise ses réactions maîtrise déjà la moitié de sa vie. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir réel commence dans la capacité à ne pas se laisser gouverner par soi-même. Les esprits dominants ne cherchent pas à éliminer leurs émotions. Ils apprennent à les décoder, à les canaliser, à les dompter. Cette architecture intérieure crée un être difficile à manipuler, car aucune provocation ne suffit à le détourner. Il avance avec une précision tranquille, indifférent au bruit extérieur. Et c'est précisément cette maîtrise silencieuse qui lui donne l'avantage dans un monde où chacun s'expose, s'agite et se trahit par excès de réactivité. La deuxième architecture mentale des esprits dominants que tu dois intégrer est leur capacité à interpréter la réalité en fonction de ce qu'elle est et non de ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Ils ne perdent pas de temps à espérer, à fantasmer ou à enjoliver. Ils regardent les faits avec une dureté presque désarmante. Ils savent qu'une illusion bien entretenue coûte toujours plus cher qu'une vérité difficile à accepter. Alors, ils choisissent la vérité. Ils observent les rapports de force, les alliances fragiles, les intentions dissimulées. Ils voient ce que les autres préfèrent ignorer. Cette lucidité peut sembler brutale, mais elle constitue leur fondation. Elle empêche les erreurs naïves, les engagements précipités, les confiances accordées trop vite. Ils avancent dans le monde comme un stratège avance dans un terrain miné, lentement, précisément, en analysant chaque détail. Mais cette froideur n'est pas un manque de cœur, c'est un excès de conscience. Ils savent que celui qui ferme les yeux pour se rassurer se condamne au piège qu'il refuse de regarder. Les esprits dominants affrontent le réel parce que cela leur permet de le transformer. Ils comprennent que la première victoire n'est jamais extérieure, mais intérieure. C'est la conquête du regard juste. Et cette conquête change tout. La troisième architecture mentale des esprits dominants que tu dois accueillir est leur capacité à transformer la solitude en forge. Là où beaucoup cherchent désespérément l'approbation pour avancer, eux utilisent l'isolement comme un espace d'affûtage. Ils savent que l'esprit se dilue lorsque trop d'opinions l'entourent. Alors ils s'éloignent, non pour fuir le monde, mais pour s'entendre eux-mêmes. Dans ce silence choisi, ils reconstruisent leur vision, affinent leurs ambitions, examinent leurs faiblesses. Ils transforment la solitude en laboratoire intérieur où naissent les décisions les plus décisives. Machiavel savait que les grandes stratégies ne se formulent jamais dans le bruit. Les esprits dominants comprennent que l'on ne devient pas fort en étant entouré, mais en étant consolidé. Ils ne craignent pas d'être incompris, car ils savent que la compréhension arrive toujours après la réussite. Ils acceptent le vide que crée la distance, car ce vide leur rend leur profondeur. Cette solitude active devient leur arme secrète. C'est là qu'ils développent leur endurance psychologique, leur fermeté intérieure et leur vision long terme. C'est dans cette forge silencieuse qu'ils apprennent à ne dépendre de personne.
et cette indépendance totale les rend imprenables. La quatrième architecture mentale des esprits dominants que tu dois comprendre est leur capacité à décider rapidement tout en réfléchissant profondément. Ils refusent la paralysie mentale qui détruit la force de la majorité. Ils savent que la clarté ne vient jamais de l'attente, mais de l'action contrôlée. Ils analysent vite, choisissent vite et assument les conséquences sans trembler. Cette vitesse n'est jamais imprudente, elle est entraînée. Ils développent une discipline qui élimine les hésitations inutiles, qui coupe les pensées parasites, qui tranche avec précision là où d'autres tergiversent. Machiavel l'avait vu chez les dirigeants les plus redoutables, la décision est une arme, mais elle blesse celui qui ne sait pas s'en servir. Les esprits dominants apprennent que ne pas décider est déjà une défaite. Alors, ils cultivent une posture intérieure qui leur permet de choisir même dans le brouillard. Ils savent que la vie favorise ceux qui avancent et punit ceux qui attendent la certitude. Cette architecture mentale transforme la volonté en force motrice. Ils deviennent des êtres qui tracent plutôt que suivre, qui initient plutôt que subir, qui sculptent leur destin au lieu d'espérer qu'ils s'organisent pour eux. Leur promptitude réfléchie crée un écart immense avec ceux qui doutent trop longtemps. La cinquième architecture mentale des esprits dominants que tu dois reconnaître est leur capacité à rester impassible devant les provocations, les attaques ou les manipulations émotionnelles. Ils savent que réagir trop vite revient à offrir leur pouvoir à celui qui les bouscule. Alors ils développent une posture d'immobilité intérieure. Ils écoutent, observent, analysent, mais ne se compromettent jamais dans l'impulsivité. Ils comprennent que celui qui te met en colère te contrôle déjà. Machiavel l'avait parfaitement exprimé. L'homme qui ne domine pas ses réactions devient l'instrument des autres. Les esprits dominants refusent cet asservissement invisible. Ils apprennent à contenir leurs instincts, à respirer avant de répondre, à laisser l'autre révéler ses intentions avant de dévoiler les leurs. Cette maîtrise crée une aura déroutante, car personne ne sait ce qu'ils pensent réellement. Ils deviennent opaques, imprévisibles, impénétrables. Cette impassibilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de puissance. Elle leur permet de choisir leur bataille, de déjouer les pièges, de garder l'ascendant dans toutes les interactions. Celui qui reste calme face au chaos finit toujours par en devenir le maître. La sixième architecture mentale des esprits dominants que tu dois intégrer est leur capacité à utiliser le conflit intérieurement sans en devenir prisonnier. Ils ne fuient pas leurs paradoxes, ils les dissèquent. Ils savent que chaque contradiction est une porte vers une compréhension supérieure. Là où la majorité croit qu'il faut éliminer les tensions pour avancer, eux comprennent qu'il faut les traverser. Ils observent leurs envies opposées, leurs peurs secrètes, leurs ambitions silencieuses, jusqu'à ce qu'un fil directeur se révèle. Ils ne cherchent pas la paix mentale, ils cherchent la cohérence stratégique. Cette lucidité intérieure les protège de l'illusion d'être alignés, car ils savent que l'alignement est un mythe destiné à rassurer ceux qui redoutent la complexité. Les esprits dominants embrassent cette complexité et en tirent une clarté plus profonde. Machiavel savait que la maîtrise d'un royaume commence par la maîtrise des tensions internes. Celui qui ne dirige pas son chaos finit dirigé par lui. Eux transforment ce chaos en moteur. Ils avancent avec une vision plus large, parce qu'ils ne censurent aucune partie d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à devenir parfaits, ils cherchent à devenir efficaces. Et cette capacité à supporter leurs propres contradictions leur donne une force que la majorité ne peut pas imaginer, car ils n'ont plus peur d'eux-mêmes. Un être qui ne redoute plus son ombre devient intouchable. La septième architecture mentale des esprits dominants que tu dois incarner est leur aptitude à créer un écart volontaire entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils montrent. Ils comprennent qu'exposer son esprit revient à offrir sa structure à ceux qui voudraient la briser. Alors, ils développent une discipline du silence. Ils révèlent peu, parlent peu, dévoilent encore moins. Ils savent que celui qui montre tout devient prévisible, et qu'un être prévisible devient manipulable. Leur secret n'est pas la froideur, mais la maîtrise.
Ils choisissent les mots qui construisent, ignorent ceux qui affaiblissent et laissent chaque geste suggérer davantage qu'il ne dit. Machiavel insistait sur l'importance de garder une partie de soi dans l'ombre pour préserver son influence. Les esprits dominants transforment cette idée en art. Ils laissent les autres interpréter, supposer, projeter, tandis qu'eux avancent sans se justifier. Ce décalage volontaire crée un mystère stratégique qui les protège. On ne sait jamais ce qu'ils visent vraiment, ni ce qu'ils préparent, ni ce qu'ils ressentent. Cette opacité leur donne un avantage immense dans un monde où tout le monde parle trop, montre trop, explique trop. Celui qui reste opaque devient une énigme, et l'énigme finit toujours par commander la pièce. Les tactiques silencieuses de maîtrise de soi ne cherchent pas à impressionner le monde, elles cherchent à transformer la manière dont tu te tiens face à lui. Elles agissent dans l'ombre, à l'intérieur, là où se décide réellement la force, la direction et la souveraineté. À présent, il est temps de découvrir comment elles se déploient. La première tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois intégrer est l'art de ralentir ton esprit précisément au moment où il voudrait accélérer. Cette maîtrise invisible sépare ceux qui gouvernent leurs réactions de ceux qui en deviennent les serviteurs. Lorsque surgit une émotion forte, la majorité répond instantanément, comme si la réaction était obligatoire. Mais toi, tu dois instaurer un espace, un intervalle intérieur imperceptible où tu observes au lieu de réagir. Cet instant devient une brèche stratégique. Il te permet d'examiner l'origine de l'émotion, de reconnaître si elle provient d'une blessure, d'une peur ou d'une impulsion. Machiavel comprenait que celui qui ne se laisse pas entraîner conserve toujours l'avantage. Ralentir est un acte de puissance, car tu refuses de laisser le tumulte intérieur décider à ta place. Avec le temps, cette discipline crée une stabilité que les autres ne comprennent pas. Ils s'étonnent de te voir demeurer calme là où eux explosent, de te voir lucide là où eux s'égarent, de te voir avancer alors qu'ils se noient dans leur propre agitation. Ce calme n'est pas un don, c'est un choix répété. Il devient ta protection contre les manipulations, ta défense contre les provocations, ton rempart contre les pièges émotionnels. Celui qui ralentit au cœur du désordre finit toujours par imposer son rythme au monde. La deuxième tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois adopter est la capacité d'observer tes pensées comme si elles appartenaient à un autre. La plupart des gens confondent leur identité avec le flux mental qui les traverse. Ils croient que toute pensée mérite d'être crue, suivie ou combattue. Mais toi, tu dois apprendre à regarder ce flux avec distance. Tu dois considérer chaque pensée comme un visiteur, non comme un maître. Beaucoup d'entre elles ne sont que des reflets de peurs anciennes, d'interprétations erronées ou de récits dramatisés par un esprit inquiet. En développant cette observation froide, tu reprends le contrôle de la scène intérieure. Machiavel savait que l'homme qui ne surveille pas son esprit devient vulnérable à ses propres illusions. Tu dois identifier les pensées qui te renforcent et celles qui t'affaiblissent, celles qui servent ta direction et celles qui sabotent ton équilibre. Cette surveillance discrète ne demande pas de force visible, mais une vigilance constante. Peu à peu, tu cesses d'être emporté. Tu choisis, tu diriges, tu sélectionnes ce qui mérite ton énergie et tu laisses mourir ce qui n'est que bruit intérieur. Et cette maîtrise change tout dans ta manière de te tenir dans le monde. La troisième tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois cultiver est la capacité de choisir volontairement ton silence. La plupart parlent trop vite, trop fort, trop longtemps. Ils révèlent leurs intentions, exposent leurs faiblesses, dévoilent leurs émotions, se trahissent eux-mêmes par excès de parole. Toi, tu dois comprendre que la parole est une ressource stratégique et que le silence est une arme que peu savent manier. Lorsque tu te tais, tu observes ce que les autres ne voient jamais, leurs contradictions, leurs hésitations, leurs mensonges, leurs vérités involontaires. Le silence oblige l'autre à se dévoiler davantage. Machiavel savait que celui qui parle le moins garde l'avantage sur celui qui s'expose. Le silence crée un espace où tu peux réfléchir sans pression, évaluer sans te disperser, conserver ton mystère. Il te protège des réactions impulsives et des engagements irréfléchis. Il te permet de choisir le moment exact où tes mots auront le plus de poids.
Et surtout, il t'apprend à ne pas offrir ton esprit gratuitement. Dans un monde bavard, ton silence devient une forteresse. Les autres ne savent plus ce que tu penses, ce que tu ressens, où tu veux aller. Ce vide leur fait perdre leurs repères, tandis que toi, tu y trouves ta souveraineté. La 4e tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois intégrer est la capacité de maîtriser ton attention avec une rigueur quasi militaire. La plupart des gens laissent à leur esprit être capturé par tout ce qui brille, tout ce qui attire, tout ce qui déclenche une émotion rapide. Ils se dispersent sans même s'en rendre compte. Et cette dispersion affaiblit leur volonté, leur vision et leur autorité intérieure. Toi, tu dois apprendre à diriger ton attention comme une arme, en choisissant délibérément ce qui mérite d'être regardé et ce qui doit être ignoré. Celui qui contrôle son attention contrôle sa réalité. Machiavel savait que le pouvoir se perd lorsque l'esprit se dilue dans l'inutile. Tu dois donc être capable de détecter ce qui t'aspire inutilement, ce qui épuise ton énergie, ce qui détourne ton esprit de ce qui compte réellement. En retirant ton attention de ce qui n'a pas de valeur, tu retires ton consentement aux forces qui tentent de te gouverner. Et en la concentrant sur ce qui sert ton évolution, tu renforces ta cohérence intérieure. Cette tactique, discrète et silencieuse, crée une supériorité que les autres ne voient pas venir, car ton esprit devient soudain plus clair, plus stable, plus pénétrant. Tu avances avec une direction que rien ne peut plus fragmenter. Celui qui dirige son attention dirige son destin. La 5e tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois comprendre est la capacité d'endurer le malaise sans chercher une échappatoire immédiate. La majorité fuit la moindre tension intérieure en s'étourdissant de distractions, de plaisirs rapides, de justifications mentales ou de compensations inutiles. Ils confondent confort et liberté, alors qu'en vérité, cette fuite constante les rend plus faibles. Toi, tu dois apprendre à rester dans l'inconfort assez longtemps pour que ton esprit arrête de paniquer et commence à comprendre. L'endurance psychologique n'est pas une souffrance inutile, c'est un entraînement stratégique. Machiavel savait que celui qui ne supporte pas la pression se brise dès que le monde se durcit. En acceptant de rester dans l'inconfort, tu brises les réflexes d'évitement qui t'empêchent de grandir. Tu apprends à rester présent lorsque ton instinct veut fuir, à respirer lorsque ton esprit se contracte, à persister lorsque tout te pousse à abandonner. Ce moment où tu tiens, malgré la tension, devient une frontière intérieure. Une fois traversé, tu te découvres plus vaste. Tu comprends que l'inconfort ne te détruit pas, il te révèle. Cette endurance silencieuse renforce ta stabilité, ton courage et ta capacité à naviguer dans des situations où les autres se décomposent. Celui qui supporte l'inconfort devient inébranlable. La 6e tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois adopter est la capacité de repérer, puis de neutraliser les micro-réactions qui trahissent ta fragilité intérieure. Ces réactions minuscules sont souvent invisibles pour toi, mais très lisibles pour ceux qui savent observer. Un froncement de sourcils, un mouvement d'impatience, un regard fuyant, une respiration altérée, une crispation légère suffisent pour révéler ton état réel. Les esprits dominants apprennent très tôt que ceux qui lisent ces signaux peuvent anticiper leurs décisions, exploiter leurs émotions ou mesurer leurs limites. Alors ils développent un contrôle interne précis qui commence par la conscience de ces micro-réactions. Ils s'entraînent à rester neutres même lorsqu'ils sont contrariés, blessés ou surpris. Ils ne cherchent pas à paraître invincibles, ils cherchent à ne pas donner d'informations exploitables. Machiavel savait que celui qui montre son agitation perd déjà la moitié de son pouvoir. Cette tactique te demande d'observer ton corps comme un allié que tu dois éduquer. Tu dois repérer ce qui t'échappe encore, ce qui te trahit malgré toi, ce qui révèle ce que tu aurais préféré taire. En maîtrisant ces signaux, tu deviens opaque, et cette opacité devient une force redoutable. Elle te permet de traverser les tensions sans dévoiler ton état, de négocier sans montrer ton enjeu, de résister sans paraître épuisé. Peu à peu, cette neutralité te transforme. Tu cesses d'être transparent, tu deviens illisible. Et dans un monde où tout le monde réagit trop vite,
Celui qui ne laisse rien paraître devient presque intimidant, car personne ne sait ce qu'il ressent, ni à quel moment il frappera, ni ce qu'il prépare réellement. La 7e tactique silencieuse de maîtrise de soi que tu dois intégrer est la capacité d'orienter ton énergie sans jamais te disperser. La majorité gaspille sa force dans des combats inutiles, des conflits dérisoires, des pensées parasites et des actions qui ne servent aucune direction. Les esprits dominants savent que la puissance ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que tu refuses de faire. Ils apprennent à éliminer méthodiquement tout ce qui draine leur énergie sans bénéfice réel. Ils refusent les conversations vides, les engagements imposés, les obligations sociales qui n'apportent rien, les drames qui n'appartiennent pas à leur route. Cette sélection rigoureuse n'est pas un rejet du monde, mais une protection de leur force vitale. Machiavel comprenait que l'influence grandit lorsque l'on concentre sa volonté sur l'essentiel. Tu dois donc apprendre à te demander régulièrement si une action sert ton chemin ou si elle l'éloigne. Cette question simple devient une boussole intérieure. Peu à peu, tu rediriges ton énergie vers ce qui construit, apaise, aiguise ou élève. Tu cesses de réagir à tout et tu choisis ce qui mérite ton engagement. Cela crée une rare densité intérieure. Tu deviens quelqu'un que rien ne fatigue inutilement, que rien ne distrait durablement, que rien ne détourne de sa trajectoire. Cette économie de force crée un rayonnement particulier chez toi, car on sent que tu avances avec intention et non par inertie. Celui qui concentre son énergie devient, tôt ou tard, celui que plus rien n'arrête. Tu arrives maintenant au terme d'un chemin que peu osent emprunter. Un chemin où l'autodiscipline, la lucidité et la souveraineté intérieure deviennent des armes silencieuses. Ce que tu viens de parcourir n'est pas un ensemble de conseils abstraits, mais une architecture de transformation, une manière de te tenir dans le monde avec plus de force, plus de clarté et plus de densité. Les autodidactes, ceux qui construisent leur esprit loin du bruit, ont compris que la puissance ne vient pas de ce qu'on leur enseigne, mais de ce qu'ils décident d'incarner. Tu fais partie de ceux qui voient au-delà des illusions faciles, de ceux qui comprennent que la maîtrise de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. À présent, la question est simple. Que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu retourner à la dispersion, aux impulsions, aux réactions qui t'emprisonnent? Ou vas-tu te hisser dans la minorité de ceux qui pratiquent réellement ces tactiques silencieuses jusqu'à ce qu'elles deviennent leur nature? Car la vérité est claire. Celui qui se gouverne finit toujours par gouverner sa vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage cette vidéo, laisse un commentaire et rappelle-toi une chose essentielle. La transformation ne se joue jamais dans le spectaculaire, mais dans les gestes invisibles. C'est dans ces gestes que naît l'élite intérieure.